Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pop culture et psycho. Aujourd'hui, on va parler de Disney, qui est quand même le temple de la pop culture. On va parler d'un dessin animé qui est basé sur un conte, le conte d'Andersen. Vous avez reconnu La Petite Sirène, qui était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. C'est vraiment une histoire que tout le monde croit connaître par cœur, qui semble assez caricaturale, comme dans les contes. Il y a une jeune fille, un prince, un environnement magnifique, en l'occurrence une mer immense, une île verdoyante, et puis une voix qui est échangée contre l'amour. Mais derrière toutes ces chansons et toute la magie, La Petite Sirène, c'est un conte qui est profondément psychique, parce que c'est l'histoire d'une transformation, d'un passage. C'est le passage d'une jeune femme qui va quitter le monde de l'enfance pour découvrir à quel prix on peut vouloir être aimé et ce qu'on est prêt à sacrifier pour pouvoir être aimé. Parce que Ariel, elle perd pas seulement sa voix, elle perd sa parole, elle perd sa vérité, elle perd sa capacité à exister autrement que dans le regard de l'autre, des autres personnes. À la base, Ariel rêve d'un autre monde. Elle veut sortir des profondeurs de l'océan, elle veut fuir les interdits de son père, elle veut rejoindre la surface pour cet autre monde qui semble tellement attrayant. Plus que tout, elle veut être aimée. Elle veut être aimée par ce prince qu'elle ne connaît pas, elle l'a juste vu, mais ce prince semble incarner tout ce qui lui manque. Alors, pour être aimée, elle accepte un marché, elle abandonne sa voix. C'est quand même une part d'elle qui dit, qui chante, qui affirme. C'est un personnage très affirmé, Ariel, dès le départ. Et pour autant, elle est prête à l'abandonner pour devenir ce que l'autre peut désirer. C'est une image assez saisissante du faux self de Winnicott, le psychanalyste dont on a déjà pas mal parlé dans les vidéos précédentes. Le faux self, c'est cette construction qu'on apprend à construire, à bâtir autour de nous pour rester aimé, quitte à étouffer notre propre vérité. On a tous appris à un moment ou à un autre à nous taire, à sourire, à rentrer dans un cadre, à se modeler sur toutes les attentes pour ne pas perdre l'amour. Souvent les attentes familiales, les attentes maternelles, paternelles, mais aussi dans les relations amicales, amoureuses. Ariel, c'est cette part de nous qui confond l'amour et l'adaptation. Et cette métamorphose, qui est belle en apparence, mais elle est quand même très douloureuse dans son corps et dans sa chair, et encore plus d'ailleurs dans le conte original, cette métamorphose, elle dit en fait la violence de cette illusion qu'est le faux self. L'antagoniste de l'histoire, c'est Ursula, la sorcière des mers. Elle est magnifique. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Elle est monstrueuse, elle est exubérante, elle a beaucoup de pouvoir, elle est très très puissante. C'est elle qui prend la voix d'Ariel et qui la fait sienne. Ursula, c'est la part d'ombre d'Ariel. Jung dit que l'ombre, c'est ce qui concentre tout ce que le moi refuse de voir. Elle a de la colère, elle a de la sensualité, de la puissance et de la transgression. Tout ce que le féminin apprend trop souvent à terre pour rester une bonne fille, pour rester sage, pour être acceptable dans la société. Ariel la rejette, elle la combat, au final elle la détruit, mais symboliquement c'est une lutte intérieure, c'est la peur d'assumer sa force. L'ombre, elle ne disparaît jamais, parce qu'elle attend simplement qu'on la regarde sans peur. C'est ce qui se fait tout au long de ce dessin animé. Au final, Ariel qui s'était adaptée aux attentes d'Ursula pour pouvoir atteindre son objectif, finit par la regarder dans les yeux et par affronter sa peur. Le roi Triton, lui, c'est la figure paternelle protectrice, mais aussi très autoritaire. Il interdit, il surveille, il détruit tous les objets qu'Ariel entasse dans sa caverne, tous ces objets humains, parce qu'il ne les comprend pas. Son amour est réel, mais il est pris dans la peur de la perte. Sans doute parce qu'il a perdu sa propre femme, c'est une autre histoire. Triton, là, il symbolise le surmoi. Le surmoi, c'est l'instance qui contrôle, qui moralise et qui interdit. On voit qu'il veut préserver l'enfance d'Ariel, pas par cruauté, mais en fait, c'est parce qu'il est angoissé. C'est sa propre angoisse qui le pousse à se comporter ainsi. Et comme souvent, plus l'interdiction est forte, plus le désir devient brûlant. Et c'est ce qui se passe avec Ariel, qui s'émancipe. Elle brise cette autorité symbolique
Mais à quel prix? Elle y perd quand même beaucoup dans cette histoire. Encore une fois, encore plus dans le conte original que dans le dessin animé Disney, puisque dans Disney, ça se termine bien. Mais pour autant, c'est une liberté qui est acquise très chèrement, très durement. Le prince Eric, lui, bon, on peut pas dire grand-chose de ce personnage parce qu'il est assez plat. Il a des airs romantiques, mais en fait, il est plus qu'un simple amoureux, il est l'objet du fantasme, l'objet du manque. Il n'est pas vraiment un personnage étoffé, il est simplement un miroir de ce que Ariel voudrait. Ariel projette sur lui tout ce qu'elle pense désirer. La liberté, la possibilité d'aller où elle veut quand elle veut, la reconnaissance, l'amour idéal. Mais lui, finalement, il est fasciné par une voix au départ, une voix qu'il ne sait même plus reconnaître. Il reste prisonnier de l'illusion et finalement, il aime une image, il n'aime pas une parole. Chez Lacan, on dirait qu'il représente l'objet du désir. Il représente ce qui manque pour donner sens à notre quête, mais ce n'est pas un objet qui existe vraiment en lui-même. Il est seulement le support du vide. Donc, dans cette histoire, on peut dire que le personnage d'Éric, il est presque passif, il est ensorcelé une partie du temps. C'est comme s'il incarnait la fragilité du masculin face à un féminin qui se tait pour lui plaire. Le fait de perdre sa voix est éminemment symbolique. C'est pas seulement devenir muet, c'est aussi perdre le lien au langage, au monde et à soi-même. Lacan disait que la parole, c'est ce qui nous inscrit dans le symbolique. C'est-à-dire que sans parole, Ariel, elle ne peut plus se faire entendre, elle ne peut plus se faire sujet non plus. Elle n'est qu'une image, une apparence, elle est un bel objet. C'est précisément ce que le patriarcat a souvent imposé au féminin, hein, le fait de pouvoir exister sans pouvoir dire, sans pouvoir exprimer. Bon, dans chaque conte, la perte n'est qu'un passage pour supporter l'histoire. Le vrai chemin d'Ariel, c'est pas la romance, c'est pas l'amour, c'est la reconquête de sa voix. C'est le moment où le féminin choisit de ne plus attendre, de ne plus attendre d'être enfin écouté. C'est que le moment où ce personnage féminin, où l'incarnation du féminin commence à s'écouter soi-même. Dans le livre Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Esté, elle parle quand même d'une femme sauvage qui renaît dès qu'elle retrouve le lien avec son instinct, avec son chant, avec son cri. C'est exactement ce qu'Ariel est en train de vivre. Lorsqu'elle retrouve son souffle et sa voix, elle se trouve enfin elle-même, et non plus comme objet d'un potentiel désir d'un autre être humain, que ce soit son père, que ce soit son amoureux. Donc la petite sirène, sous ses airs de conte romantique chez Disney et très tragique chez Andersen, c'est en réalité une fable sur la perte et sur la reconquête de soi, et pas du tout une histoire d'amour gnangnan. Aimer ne devrait jamais nous coûter notre voix, parce qu'à force de se taire pour être aimé, on finit par ne plus se reconnaître soi-même, et on ne montre de nous qu'une image qui n'est même pas nous-mêmes, on n'est pas aimé pour ce que l'on est soi-même. Peut-être que la véritable fin de cette histoire, c'est pas cette scène magnifique de mariage avec Eric sur un bateau et un bel arc-en-ciel. C'est le moment où Ariel, elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle est pour être libre et pour être aimable. Je vais vous parler maintenant, je vous ai fait une bonne liste des différentes comment on appelle ça, références psychanalytiques ou psychologiques. Déjà, on peut parler de tout ce qui est le conte, le fait qu'on soit dans un conte initiatique. Quand on parle de conte, on parle de Bettelheim, qui a écrit La psychanalyse des contes de fées. On peut aussi renvoyer tout ça à Jung, parce que Jung, il parle des archétypes féminins, il parle du passage symbolique. Or, là, La petite sirène, c'est un récit initiatique où il s'agit de quitter l'enfance, d'affronter le manque et d'apprendre à exister par soi-même, sachant qu'elle est une femme qui se dit femme, se revendique femme, et donc apprend à adopter le féminin en elle. Au niveau de la psychologie des personnages, je vous ai parlé du faux self et du vrai self, donc je vous renvoie encore une fois à Winnicott. Par contre, pour le personnage d'Ursula, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, elle représente l'ombre d'Ariel, donc la part
instinctive, avec beaucoup de colère, beaucoup de désir. Donc là, si on parle d'ombre, je vous renvoie à Jung, avec tout son travail sur les archétypes, et notamment les archétypes de l'inconscient collectif. Pour le personnage du roi Triton, la figure paternelle, bon ben là, on va parler de la symbolique du père chez Freud. On peut aussi parler de Lacan, qui parle de la fonction paternelle comme étant un tiers séparateur, c'est-à-dire que il faut à la fois, il symbolise un surmoi qui traduit surtout une difficulté à accepter la séparation et l'autonomie de sa fille. Pour le prince Eric, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un personnage en lui-même, ce n'est qu'un objet de fantasme. Donc Lacan parlerait du désir et de l'objet petit a. Pour autant, on peut aussi parler, puisqu'on parle de fantasme, on peut parler de transfert. Et là, je vous renverrai plutôt à Esther Perel, qui a parlé du fantasme romantique et qui l'a très bien documenté. Ensuite, pour la symbolique du fait de perdre sa voix et de la retrouver, là aussi, je vous renvoie à Lacan qui a travaillé sur le champ de la parole et du langage. Je vous renvoie de nouveau à Bettelheim avec la psychanalyse des contes de fées, parce que le fait de perdre sa voix, c'est la métaphore de l'adolescence et de l'individuation qui est très très bien expliquée dans son livre, qui est extrêmement documenté. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure des femmes qui courent avec les loups de Esté. Là, il s'agit vraiment de réintégrer le féminin initial sauvage pour cesser de se définir à travers le regard de l'autre, mais se définir par rapport à soi-même, retrouver sa voix, son instinct et sa liberté intérieure. Donc, je vous renvoie avec ce magnifique livre, à ce magnifique livre, Femmes qui courent avec les loups. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé de faire court. J'adore les Disney, donc je vais sans aucun doute vous en parler assez régulièrement. Si vous, il y a un Disney qui vous plaît particulièrement, que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé. Je les regarde tous et j'essaye de répondre à absolument tout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pop Culture et Psycho. Bye bye!